On va parler de dissonance avec Sarah aussi, au fond, hein, Sarah. Comment est-ce qu'on peut dépasser notre dilemme d'objectifs ambitieux, hein, qu'on a peut-être envie comme ça de nourrir ce matin, mais non viables immédiatement, à court terme, et donc être réaliste économiquement, mais pas à la hauteur des enjeux qu'on a vus ce matin. Ils sont quand même importants. On avait vu à quel point, en pensant changer beaucoup, finalement, on bricolait, on se trompait un peu. Il n'y a pas que du greenwashing, il y a aussi de la bonne volonté, mais des choses qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Comment est-ce qu'on peut, comme Sarah le dit, articuler la performance actuelle qu'il faut piloter encore plus aujourd'hui en période de tension, l'innovation dont on a parlé, et puis il a une vision plus ambitieuse, générative. Voilà. Donc comment articuler sans les opposer, c'est ça le. Voilà. Et donc le modèle des trois horizons dont Sarah va nous parler, voilà, va nous expliquer ces trois temps, ces trois échéances, mais aussi voilà, comment les articuler, comment les faire vivre, comment les accepter, plutôt que souvent un peu de les opposer. Alors, Sarah, elle a été investisseur en capital risque et intrapreneur au sein de la fondation de Carbon Tech Origins.Earth. Elle était dans le secteur de l'environnement pendant une dizaine d'années au sein de Suez. Et puis là, aujourd'hui, elle travaille justement, comme aujourd'hui, à définir des chemins plus souhaitables vers l'entrepreneuriat durable. Alors, elle travaille avec des grandes organisations. Elle collabore depuis 3 ans avec HEC, et le Club de Rome, voilà, pour travailler sur des approches systémiques, des visions plus durables du business, et aussi avec des incubateurs moins mondialement connus, mais comme la ruche, voilà. Et puis elle a coécrit le livre blanc du Club de Rome sur l'économie régénérative. Sarah, bienvenue. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous emmener avec moi dans une salle de réunion comme bien d'autres. Alors elle ressemble un peu à une salle de la Défense parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et dans une salle de réunion dans laquelle vous vous trouverez peut-être demain. Et dans cette salle, à ma gauche, vous avez une première personne. Cette personne, elle sort de Move for Climate ou de la CEC. Elle s'est rendue compte de l'ampleur de ce qui arrive, des enjeux, des crises sociales et environnementales. Certains en hurlent d'ailleurs, d'effroi. Cette personne, du coup, elle se rend compte qu'on arrive à un point de non-retour. Elle veut agir, elle veut changer radicalement. Et puis sur une autre chaise, à droite, on a une autre personne. Cette personne, elle est là pour faire l'atterrissage de fin d'année. Cette personne, elle est là pour que tout le monde ait son salaire. Cette personne, elle est là pour faire en sorte que les choses tiennent la route et elle a besoin que ça tienne et qu'on atterrisse et que ça marche demain. Et bien, comme vous l'imaginez assez facilement, ces deux personnes, elles risquent de se retrouver en conflit. Et ce conflit, c'est celui qu'on appelle souvent le conflit des réalistes contre les idéalistes, le conflit des dinosaures contre les rêveurs. Et c'est un grand classique, et moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un conflit de personnalité. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, alors vous vous en doutez, si je travaille dans l'environnement depuis 15 ans et que je suis là, j'étais un peu plus souvent du côté de ceux qu'on pourrait taxer de rêveurs ou d'idéalistes. Et j'ai souvent cru que voilà, c'était une question de personnes. Ensuite, j'ai découvert justement en partant de Suez où j'ai passé 10 ans, le modèle des 3 horizons. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que c'était un conflit systémique entre 3 postures qui se jouaient en permanence en entreprise. 3 postures qui correspondaient à 3 horizons. Ces 3 postures, vous les connaissez sans doute. Vous avez la posture du gestionnaire, c'est celle qu'on avait jusqu'ici, qui a besoin de faire l'atterrissage de fin d'année, de s'assurer que tous les salaires seront bien payés, que les choses tournent, de sécuriser, d'optimiser, de prendre soin de l'existant. Vous avez une autre posture qui est la posture plutôt qu'on va appeler du porteur de la vision, de la mission, qu'on appellera l'horizon 3 ensuite, qui était la posture qu'on avait juste en face, qui est la posture de celui qui porte l'espoir d'un futur meilleur, qui va venir vraiment pousser, se projeter, aider la boîte à se projeter dans le futur, qui va avoir beaucoup plus un rapport au temps long, à l'alignement. Et puis vous avez une troisième posture qui est la posture plus de l'entrepreneur,
qui va être là pour saisir des opportunités, qui va être là pour faire des paris. Et surprise, ces 3 postures, eh bien, on va aussi les retrouver à l'intérieur de nous, car on a tous à l'intérieur de nous une part de nous qui a besoin de prendre soin de l'existant, qui a besoin d'optimiser un peu son quotidien, de faire en sorte que tout tienne la route, de payer le loyer ou le prêt à la fin du mois. On a tous à l'intérieur de nous une part de nous qui a besoin de porter l'espoir d'un futur meilleur, de s'aligner à ses valeurs. Et enfin, on a tous à l'intérieur de nous une part de nous qui a besoin de faire un prochain pas concret. Et alors, en général, il y en a une qui pour nous est facile, et puis il y en a une qui nous coûte un peu plus en énergie. Et souvent, celle qui nous coûte un peu plus en énergie, on va moins l'aimer, et donc on va avoir tendance à en voir les polarités négatives. Et alors, si on remonte au niveau des postures, c'est celle où on aura un peu plus tendance à vouloir lui sabrer son budget parce qu'on l'aime un peu moins. Je voudrais juste vous demander, l'espace de 5 secondes, de vous replonger dans votre dernier mois et d'essayer de repenser à un moment où vous avez senti à l'intérieur de vous, à un moment, une envie de faire quelque chose parce que vous disiez à long terme, c'est ça qui fait sens. Et puis, il y a une part de vous en même temps qui vous a dit, mais est-ce vraiment raisonnable? Est-ce réaliste? À la main levée, est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas trouvé? Il y a quelques noms dissonants, donc félicitations. Vous arrivez à tenir la tension entre ces différentes postures. Parce qu'effectivement, souvent, ces postures en entreprise, elles vont être en conflit. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le conflit classique entre les idéalistes et les dinosaures. Ça, c'est le conflit entre notre gestionnaire et notre porteur de la vision, de la mission. Ça va être le conflit aussi, finalement, avec la posture de l'entrepreneur, Horizon 2, que vous voyez ici. Pourquoi? Parce que finalement, pour notre gestionnaire, le porteur de la mission, oui, ok, il est un peu hors sol, mais au moins, il n'engage pas d'investissement, il n'engage pas trop de ressources, alors que l'entrepreneur, il vient capter des CAPEX, donc des investissements, et donc il va tout de suite apparaître comme beaucoup trop risqué. De la même façon, notre porteur de la mission, vision et notre entrepreneur ne s'accordent pas toujours très bien, parce que pour notre porteur de la mission, notre entrepreneur peut être vu comme un opportuniste, quelqu'un qui, oui, fait un pas en avant, mais saisit la première opportunité et se compromet, ne va pas assez loin. Et notre porteur de la mission peut toujours apparaître comme trop impraticable. Et ça, c'est souvent ce qui arrive, notamment quand on demande à ces 3 positions d'atterrir sur une ligne dans le business plan, une ligne d'investissement, une ligne de coût, une ligne de chiffre d'affaires, et on va avoir tendance finalement à se raccrocher au business as usual, donc à la posture plutôt de notre gestionnaire Horizon 1. Ce qui est intéressant avec le modèle des 3 horizons, c'est qu'elle nous permet de commencer à travailler sur comment ces 3 postures peuvent être en alliance. Nous aider à faire à la fois comprendre à notre horizon 3, notre porteur de la vision mission, que chez notre gestionnaire, il n'y a pas quelqu'un qui bloque tout, mais il y a quelqu'un qui permet à tout le monde d'être stable et qui porte aussi l'héritage de l'ensemble des espoirs passés, de la construction passée. Et permettre à notre gestionnaire de voir dans notre porteur de la mission, de la vision, non pas un doux rêveur, mais quelqu'un qui est capable de porter un espoir, quelqu'un qui est capable d'insuffler un enthousiasme dans des temps où on peut se sentir parfois un peu écrasé. De la même façon, grâce aux 3 horizons, on va essayer de travailler sur une alliance avec notre posture Horizon 2 de l'entrepreneur, pour permettre que l'entrepreneuriat, que l'ensemble des paris d'innovation soient toujours au service d'une vision d'un futur plus souhaitable. Et donc de pouvoir créer une alliance entre notre posture plutôt entrepreneur, nouveau business, et celle du porteur de la vision mission. Parce qu'effectivement, vous me direz, ces conflits, ils existent depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils seraient particulièrement cruciaux? Tout simplement parce que, effectivement, ces conflits, on a souvent eu tendance à les résoudre en ayant des critères de décision qui étaient plutôt alignés sur le business as usual. Sur le business as usual, parce que finalement, c'était une posture conservatrice et c'était celle qui marchait bien. Ça marchait, pourquoi? Parce qu'on était dans un cadre qui était assez stable. On a tous vécu dans un cadre économique et social d'après Seconde Guerre mondiale, qui globalement était relativement stable et où on pouvait prédire un futur. Je dirais le rétropédaler puis le déployer. Donc finalement, faire le pari de
de notre gestionnaire, c'était un pari qui finalement fonctionnait plutôt bien. Et je pense que vous l'avez tous vu ce matin, c'était le but de l'ensemble des interventions. Nous sommes en train de quitter ce monde prévisible et stable. Nous sommes déjà rentrés dans un monde où les crises sociales, économiques se répondent et s'entraînent les unes les autres, que certains appellent polycrise. Un monde où l'adaptation climatique a déjà commencé et impacte déjà nos vies en Europe. Un monde où l'adaptation est aussi déjà un impact physique pour nos entreprises. Ça, par exemple, c'est l'usine du principal fournisseur de Porsche en Suisse il y a 2 ans. Suite à ça, Porsche a fait un profit warning, donc a déclaré que ses attentes en termes de chiffre d'affaires étaient inférieures de 2 à 3 milliards. Et ça se passe en Suisse. C'est dès aujourd'hui chez nous dans des pays que certains pourraient voir comme des pays refuges. Et donc, nous avons déjà quitté ce monde stable. Et donc, face à ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement ? C'est-à-dire que pour notre gestionnaire, c'est de se rendre compte que la droite, alors je ne sais pas si vous aviez aussi ça, souvent dans des business plans, le business as usual, c'est à minima une droite qui est horizontale et normalement une droite qui croît vers l'infini. Eh bien, in fine, ce n'est pas vraiment une droite, c'est plutôt une courbe. Et cette droite, en fait, elle subit un vrai point de bascule. Elle a une vraie réflexion à engager sur quelle est la part des activités business as usual qui seront toujours pertinentes dans ce nouveau contexte et quelle est la part des activités sur lesquelles peut-être que l'on va devoir se poser des questions de renoncement, de rebasculement vers d'autres activités qui seront plus positives dans ce nouveau contexte. Face à ça, on a donc vraiment 2 choix. Le premier choix, c'est celui de continuer de se raccrocher au business as usual et de subir crise après crise. Mais je pense que si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est plutôt pour ce second choix qui est celui de se dire non, on va se retrousser les manches et on va reconstruire. Mais reconstruire, ça ne veut pas dire rester dans le même business as usual, dans le modèle actuel que l'on a connu. Ça veut dire vraiment être capable de se projeter sur un futur qui soit plus souhaitable, un futur qui soit plus robuste et d'être capable de, dès aujourd'hui, collectivement, en créer les premières bases, les fondations. C'est quelque chose qui peut sembler assez vertigineux. Ça veut dire être capable de se projeter dans un monde qui soit à la fois plus robuste, c'est-à-dire d'intégrer l'ensemble des risques qui arrivent. Charlène nous parlait tout à l'heure de la reméandration des rivières, par exemple. On voit bien que là, on a un système qui est plus robuste face à des intempéries massives que le système que l'on a juste ici. Et ça veut dire aussi être capable de recréer des chemins de prospérité, recréer finalement une forme d'enthousiasme, d'y voir aussi une opportunité de reformer une meilleure société dans ce nouveau contexte qui sera globalement plutôt dégradé d'un point de vue environnemental. Alors bien sûr, quand on dit ça, ce que je disais juste auparavant, ça peut sembler un peu vertigineux. On se dit, je fais un grand bond et je ne sais pas très bien si j'arrive à mon futur imaginé, robuste, prospère, régénératif, ou si je me crache au milieu. Et c'est là que le modèle des 3 horizons va nous aider, grâce à un horizon intermédiaire, qui va être notre horizon donc, de l'entrepreneur, notre horizon 2, et sur lequel on va toujours travailler à faire émerger cette vision d'un futur souhaitable, cette vision d'un futur robuste, régénératif, prospère, et de le ramener plus vite dans le présent, de créer les conditions de son émergence. C'est un modèle qui a été créé par un chercheur anglais qui s'appelle Bill Sharp, qui existe depuis une dizaine d'années dans l'innovation publique et dans le monde de la recherche des communautés aux États-Unis. C'est un cadre de planification stratégique qui sert quand on est dans des contextes de transformation profonde. Comme vous pouvez le voir, on a notre horizon 1 qui est juste là, notre business as usual, qui prend conscience que toute une partie de ces activités deviennent inadaptées aux enjeux, aux contraintes sociales et environnementales, et qu'il a une réflexion à engager sur la part des activités qui seront toujours pertinentes et essentielles dans ce nouveau contexte, et la part sur laquelle il va y avoir des enjeux de redirection, de rebasculement. C'est notre horizon 3 que vous retrouvez ici. Notre horizon 3, ce qu'on vise, c'est de le rendre dominant à la fin, dans ce nouveau contexte.
disons-nous en 2030-2050. Et surtout, ce que nous voyons ici, c'est que notre horizon 3, qui est porté donc, notamment en entreprise par notre porteur de la vision de la mission, eh bien, ce qu'on va viser, ça va être de le faire émerger progressivement parce qu'il existe déjà, comme vous le voyez. L'ensemble de ces horizons, ils existent déjà dans le présent. C'est juste que notre horizon 1, il est majoritaire. C'est le système dans lequel on vit. Et puis notre horizon 3, il est plutôt aux marges. Ça va être, dans nos entreprises, ça va être des initiatives un peu aux marges. Dans nos territoires, ça va être des projets parfois associatifs qui vivent ou survivent tant bien que mal dans un modèle qui ne leur correspond pas forcément bien. Et on voit aussi notre horizon 2 qui va être au milieu, qui va être là l'horizon vraiment des innovations, de l'entrepreneuriat, et qui va vraiment être là pour toujours faire émerger plus vite ce futur robuste, où on va avoir par rapport à des démarches d'innovation classiques en entreprise, pas seulement une logique de diversification du risque, mais une logique très intentionnelle. On va toujours se demander sur chaque nouvelle initiative, mais à quelle dynamique est-ce que je contribue ? Est-ce que je fais venir plus vite dans la réalité ce futur robuste, prospère, régénératif, ou est-ce que je suis en train, au fond, de renforcer le business as usual ? Et donc, ça va être un usage de l'innovation qui va être extrêmement intentionnel. Ces trois horizons que vous voyez, ils n'ont rien de nouveau, in fine. Ces trois horizons, c'est juste qu'on arrive à un grand changement de phase et on a perdu l'habitude des changements de phase. C'est ce qu'on se disait. On vit dans le rêve, dans l'horizon 3 de nos arrière-grands-parents. Les grands changements de phase et de cadre qu'on a connus, ils datent quand même plutôt du sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour nous. Et donc là, on re-rentre dans une boucle où il va falloir retravailler au niveau des cadres, des institutions, des process, et de retravailler qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, à quoi est-ce qu'on est attaché, et du coup de se mettre les mains dans le cambouis et de reconstruire du coup de nouveaux cadres. Ces grands cycles, finalement, ils existent depuis bien longtemps, et je dirais que même dans certaines industries qui subissent des cycles économiques très courts, on peut avoir cette conscience du fait que des mondes entiers au niveau d'une industrie peuvent s'effondrer, je pense dans le digital, ou se reconstruire finalement sur des cycles assez rapides. Là, ça va être juste à un niveau plus large, qui est un niveau d'une société, d'une économie. Le modèle de 3 horizons, il est particulièrement important en ce jour. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu, on a regardé ce modèle qui apparaît, qui est assez lisse, où on voit une transition plutôt harmonieuse, assez smooth. Et ça, c'est ce qu'on espère tous, vu qu'on est ici. Mais, comme on le sait tous aussi, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Et il pourrait y avoir d'autres possibilités. Par exemple, pour des secteurs sur lesquels, ou des territoires qui vont se raccrocher trop longtemps à leur modèle actuel, à un modèle qui ne fonctionne plus au regard des contraintes environnementales et sociales qui arrivent, eh bien, le risque, du coup, c'est d'agir trop tard, quand on n'a plus la trésor, quand on a repoussé trop longtemps le problème, et de faire face à un vrai risque du coup d'absence d'anticipation et d'effondrement. Un autre risque, et on en a parlé un peu ce matin, c'est le fait d'être séduit par des solutions, des innovations Horizon 2 qui n'en sont pas vraiment. Charlène parlait tout à l'heure par exemple des méga-bassines pour faire de la rétention d'eau. J'ai beaucoup, moi, regardé les sujets, par exemple, de fermes verticales qui ont été capables d'attirer des centaines de millions d'euros pour se révéler ensuite ne pas avoir de sens ni environnementalement, ni économiquement. Eh bien, typiquement, la maladaptation, c'est de nouveau des millions d'euros que l'on va gaspiller, qui ne vont pas permettre de faire émerger ce futur robuste et régénératif. Et du coup, cet argent ensuite ayant été dépensé, on n'en est pas plus loin. Tout l'argent, par exemple, dépensé dans ces fermes verticales n'aura pas servi à financer la transition agricole, la transition de pratique. Les sols restent dégradés. Et donc, face à ça, c'est pour ça que c'est important que vous soyez ici tous collectivement, parce que vous vous en doutez, quand on raisonne au niveau d'un secteur, ces 3 horizons, ils ne se construisent pas seuls, pas au niveau d'une seule entreprise. On s'y attelle sur un secteur, sur un territoire, reconstruire des cadres qui vont valoriser des actions vertueuses, reconstruire et soutenir une vision un peu différente de la valeur, de ce qui compte dans un secteur. C'est des choses qui prennent du temps et qui ne se font pas seules. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
Je pense que ce qui vous attend cet après-midi, ça va être de travailler vous-même sur des ateliers et ça va être de ce cap sur l'horizon 2, sur se retrousser chacun les manches pour commencer à mettre les mains dans le cambouis et se dire comment est-ce qu'on va reconstruire des bases qui vont permettre justement de préparer la venue plus rapide d'un futur robuste et prospère. C'est ce qui va permettre justement de favoriser sur cet élan. Et ce que j'aimerais, c'est que vous ressentiez tous intérieurement cette part à l'intérieur de vous qui bout de pouvoir enfin faire un pas prochain concret, qui a vu l'ensemble des présentations de ce matin, qui peut-être a été en partie choquée par ce qu'elle a vu, et d'utiliser toute cette énergie pour se retrousser les manches et pour pouvoir vous projeter par la suite vers des ateliers. Et je crois que nous avons par ailleurs une petite danse qui nous attend autour des 3 horizons par la suite. Et donc, je vais laisser la parole. Merci.